Yue sort de cette maison, maman, tu n'as plus ta place ici. You. Ces mots, crachés par mon propre fils, résonnent encore dans mes oreilles comme une gifle invisible. J'avais 68 ans, veuve depuis déjà quelques années, et je croyais naïvement que mon unique enfant, Bega, celui pour qui j'avais sacrifié chaque minute de ma vie, ne serait jamais capable de me rejeter ainsi. Pourtant, ce soir-là, dans ma maison de Tarbes, il m'a regardé avec une froideur qui m'a glacé le sang. Je suis resté immobile, mes mains tremblaient sur le dossier de la chaise. Mes yeux fixés sur lui, comme pour chercher une trace de l'enfant qu'il avait été autrefois. Je revoyais encore ses boucles blondes, ses rires d'enfant, ses petits bras autour de mon cou. Mais devant moi, il n'y avait plus ce fils que j'avais élevé seul après la mort de son père. Ah, il n'y avait plus que cet homme dur, impatient, qui me voyait désormais comme un poids. Tout avait commencé par des mots tranchants, presque insignifiants au départ. « Yue, tu devrais arrêter de te mêler de mes affaires, Jules », m'avait-il dit quelques jours plus tôt. Ou encore, « Tu prends trop de place dans cette maison. » J'avais pris cela pour de la fatigue, pour l'irritabilité passagère d'un fils qui travaillait beaucoup. Mais ce soir-là, c'était une décision froide, irrévocable. Il venait de remporter une grosse somme au loto, un miracle qui aurait dû être une joie pour toute la famille. J'étais heureuse pour lui, sincèrement heureuse. J'avais même préparé un dîner simple, une soupe chaude, un gratin. Pour fêter la nouvelle, je me disais qu'avec cette chance tombée du ciel, il pourrait enfin souffler. Se construire une vie stable, réaliser des projets. Mais l'argent n'a pas adouci son cœur, au contraire. Il s'est mis à marcher dans le salon comme un étranger dans sa propre maison, avec cette arrogance nouvelle dans le regard. « Yue, tu comprends, maman, cette maison, ce n'est plus la tienne, tu n'as rien à y faire. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Ce toit, c'était celui où j'avais élevé mon fils. Celui que j'avais maintenu debout à force de sacrifices, en travaillant comme couturière de l'aube jusqu'à la nuit. Ce toit, c'était mon refuge, ma dernière fierté. Et voilà qu'il m'en arrachait, comme on arrache une vieille branche inutile d'un arbre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je n'ai pas demandé pourquoi, au fond de moi. Je savais que toute justification serait inutile. J'ai simplement senti une douleur sourde m'envahir. Une douleur qui n'était pas seulement celle du rejet, mais celle de l'évidence. Je n'avais plus d'enfant, pas ce soir-là. Je suis monté dans ma chambre, mes jambes lourdes, mes yeux pleins de larmes que je ne voulais pas laisser couler devant lui. J'ai pris mon vieux sac en cuir, celui que j'avais depuis plus de 20 ans, et j'y ai rangé quelques affaires, une robe, un châle, un cahier, mes papiers. En glissant ma main dans la poche intérieure, mes doigts ont effleuré le billet de loto que je avait acheté la semaine précédente, sans conviction, par habitude presque. C'était moi qui avais validé ce ticket, moi qui avais choisi ces numéros, mais je n'y pensais même pas à cet instant. Ce n'était qu'un bout de papier froissé. Quand je suis redescendu, mon fils ne m'a pas adressé un mot. Il avait déjà détourné le regard, comme si ma présence l'agaçait. J'ai franchi la porte et le froid de la nuit de Tarbes m'a saisi. Le ciel était lourd, sans lune. Je me suis assise un instant sur le petit banc devant la maison, celui où je m'étais souvent reposé le soir en regardant grandir mon jardin. Je n'avais plus de maison, je n'avais plus de famille, j'avais seulement ce silence autour de moi. Et le poids insupportable de la trahison. La douleur était si vive que j'en ai eu le souffle coupé. Mais dans ce vertige de désespoir, une lueur a jailli. Et si je n'avais pas tout perdu? Et si cette injustice, cette blessure immense pouvait être le début d'autre chose? À cet instant, je n'en savais rien encore. Tout ce que je savais, c'est que mon fils venait de me fermer sa porte. Et que la mienne, au fond de mon cœur, venait de se refermer sur lui. Je marchais dans les rues sombres, mon sac contre moi, me répétant en silence « Comment en est-on arrivé là ?» Comment l'amour d'une mère peut-il finir par devenir un fardeau pour celui qui a tout reçu? La pluie s'est mise à tomber, fine et glacée.
et j'ai senti chaque goutte comme un rappel cruel de ma solitude. C'est ici que commence mon histoire, une histoire de trahison, de silence et de justice. Une histoire où une mère rejetée par son propre sang découvre que parfois, le destin réserve des surprises plus fortes que les humiliations. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, avez-vous déjà ressenti cette douleur être mis de côté par ceux pour qui vous avez tout donné? Avez-vous connu ce vide dans la poitrine? Ce vertige de ne plus exister aux yeux de vos enfants? Si oui, je vous invite à partager votre histoire. Laissez vos mots en commentaire parce que vos douleurs méritent d'être entendues. Ici, personne ne vous jugera. Ici, nous savons qu'il existe des blessures qu'on ne voit pas, mais qui marquent à jamais. Je suis né dans un petit village du Piémont pyrénéen, non loin de Tarbes. Quand j'étais enfant, nous n'avions pas grand à chose, mais la pauvreté avait alors un goût plus léger. On la partageait en famille, on riait malgré les repas modestes, et chaque fête. Chaque mariage du voisinage devenait une parenthèse joyeuse. J'ai grandi dans ce décor simple, entouré des montagnes que je contemplais souvent en rêvant d'un avenir meilleur. À 10 à 8 ans, j'ai quitté la maison familiale pour travailler à Tarbes dans un atelier de couture. Je n'avais que mes mains, mais elles étaient habiles et endurantes. C'est là que j'ai rencontré Antoine, mon mari. Il venait souvent déposer des chemises à repriser avec son sourire un peu timide. Il travaillait comme chauffeur de bus et malgré ses horaires irréguliers, il trouvait toujours une excuse pour passer à l'atelier. J'ai mis du temps à comprendre que, il venait moins pour ses chemises que pour moi. Nous nous sommes mariés en 1979 dans une petite église de quartier. Rien de somptueux, une robe cousue par mes soins. Un repas simple, mais beaucoup de chaleur humaine. Nous n'avions pas d'argent, mais nous avions l'avenir devant nous. Ensemble, nous avons acheté une petite maison en périphérie de Tarbes, une bâtisse modeste mais solide. C'est là que notre fils est né en 1982. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai tenu dans mes bras. Cette sensation d'avoir entre mes mains tout le sens de ma vie. La maternité m'a transformé. J'ai cessé de penser à moi, chaque geste, chaque économie. Chaque sacrifice était orienté vers cet enfant. Antoine travaillait dur, souvent tard. Et moi je continuais la couture à domicile pour compléter nos revenus. Il m'arrivait de coudre jusque tard dans la nuit, les doigts piqués par les aiguilles, pour payer les fournitures scolaires ou une nouvelle paire de chaussures. Je n'ai jamais regretté ces sacrifices. Mon fils était ma fierté. Je me souviens de ses premiers pas dans le jardin, de ses cris de joie lorsqu'il découvrait la neige. Chaque anniversaire était une fête improvisée. Même avec un simple gâteau au yaourt et quelques bougies, je voulais qu'il ne manque de rien. Qu'il ait une enfance heureuse, loin des privations que j'avais connues. Mais la vie ne fut pas tendre. Antoine est tombé malade à 50 ans. Un cancer foudroyant l'a emporté en moins d'1 an. Je me suis retrouvée veuve à 54 ans, seule avec un adolescent de 10 à 8 ans à la maison. Ce fut la période la plus sombre de mon existence. J'ai dû être forte pour lui, cacher mes larmes. Trouver du courage dans les moindres détails du quotidien. Je faisais semblant d'aller bien pour qu'il n'ait pas peur. Mais chaque nuit, une fois seule, je m'effondrais. Malgré tout, j'ai tenu bon. Je l'ai accompagné dans ses études, je l'ai soutenu moralement et financièrement, même au-delà de mes moyens. Quand il a voulu faire des études de commerce à Toulouse, j'ai vendu une petite parcelle de terrain héritée de mes parents pour payer ses frais. J'étais fier de lui. Je le voyais déjà construire une belle carrière, s'émanciper, réaliser ce que nous n'avions jamais pu atteindre, Antoine et moi. Et pourtant, même à cette époque, j'ai commencé à sentir un léger éloignement. Moins d'appels, moins de confidences. Il me disait souvent qu'il était occupé, qu'il n'avait pas le temps. J'essayais de comprendre, de ne pas m'imposer. Je lui préparais toujours sa chambre quand il revenait le week-end, avec des draps propres et ses plats préférés. Je me persuadais qu'il m'aimait, qu'il avait simplement besoin d'espace. Comme tous les jeunes,
Oui. Les années passèrent. Il trouva un emploi, puis un appartement. Je m'en réjouissais, Ben, même si chaque départ me laissait un vide immense. Quand il rencontra sa compagne, j'ai accueilli cette nouvelle avec sincérité. J'ai mis tout mon cœur à être une belle amère respectueuse, discrète, désireuse de ne jamais déranger. Pourtant, je sentais déjà que quelque chose se fissurait. Il venait moins souvent, et lorsqu'il venait, il avait toujours un air pressé, distrait, comme s'il pensait à autre chose. Puis un jour, il est revenu à la maison en disant qu'il fallait organiser les choses différemment. J'ai cru qu'il voulait que je vende, que je m'installe dans un petit appartement en ville, près de la gare ou du marché, pour qu'il ait plus de liberté. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de grand à chose, seulement de rester dans cette maison pleine de souvenirs. J'ignorais que cette conversation était que la première étape vers un éloignement plus cruel encore. Je continuais à l'aimer sans condition. Je lui préparais des enveloppes de liens. Argent chaque fois que je le voyais dans une période difficile. Je l'ai aidé à payer sa première voiture, puis à couvrir une caution pour un logement. Je faisais tout en me répétant que c'était normal, que c'était pour lui. Pour son avenir, dans mes moments de solitude, je me disais que mes sacrifices n'étaient rien, qu'ils faisaient partie de mon rôle de mère pendant. J'avais grandi avec cette idée que donner, toujours donner, était la preuve ultime de l'amour. Je n'attendais pas de remerciements, mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer. Et si, un jour, cet amour n'était pas reconnu? Et si, au lieu de gratitude, il ne restait que le mépris? À cette époque, je ne voulais pas y croire. J'éteignais cette voix en pensant à Antoine, à ce que nous avions bâti ensemble, au rire d'enfance de mon fils. J'avais encore foi en lui, foi en la famille, foi en l'avenir. Je ne savais pas encore que cette foi allait s'effondrer brutalement et que la trahison viendrait de celui que je avais aimé plus que tout au monde. Les premières blessures ne sont jamais éclatantes. Elles arrivent doucement, presque invisibles, comme des épines qu'on ne remarque pas au début, mais qui finissent par s'enfoncer profondément. Avec mon fils, ce fut pareil. Je me souviens d'un repas dominical. J'avais préparé un pot à eau à feu, ce plat qu'il adorait quand il était enfant. J'avais mijoté la viande toute la matinée, ajouté les légumes du jardin, le bouquet garni comme le faisait ma mère. Quand il est arrivé, il a simplement regardé la table et a lâché « Tu sais, maman, on n'est plus au siècle dernier. » On pourrait changer un peu, non? Yo, sa compagne, a ricané. Moi, j'ai souri maladroitement, je dis que oui. La prochaine fois, je ferai autre chose. Mais au fond de moi, j'ai senti une petite lame me traverser. Une autre fois, alors que des voisins passaient prendre un café, il a eu cette phrase qui m'a glacé. « T'es ma mère, elle aime se mêler de tout. » Il l'avait dit en plaisantant, avec un sourire. Mais je voyais dans ses yeux que ce n'était pas une simple blague. J'ai encaissé, j'ai ri avec les autres, mais le soir, dans le silence de ma chambre, j'ai repensé à ces mots comme à une gifle. Petit à petit, ce genre de remarques s'est multiplié. On me disait que je parlais trop fort, que je posais trop de questions, que je ne savais pas vivre avec mon temps. J'avais l'impression de devenir un meuble qu'on tolère par habitude, mais qu'on déplace dès qu'il gêne le passage. Le plus douloureux, ce furent les regards. Ces yeux qui autrefois me cherchaient dès qu'il avait peur ou besoin d'être rassuré se posaient désormais sur moi avec une nuance de lassitude, parfois même d'agacement. J'ai senti que je devenais invisible. Quand je parlais, on ne m'écoutait plus. Quand je proposais quelque chose, c'était accueilli par un silence ou pire, par une remarque cinglante. « T'y laisse, maman. Tu ne comprends pas. Je me souviens encore d'un Noël. La maison était décorée, j'avais sorti ma plus belle nappe, celle que j'avais gardée pour les grandes occasions. J'avais acheté un petit cadeau pour chacun, malgré ma retraite modeste. Quand vint le moment de déballer, il ouvrit son paquet et lâcha un « Toué, oh merci, maman, mais ce n'était pas nécessaire. » Le ton n'était pas de gratitude, il était presque gêné, comme si mon geste était déplacé. Sa compagne,
Elle ouvrit un coffret de parfums que j'avais économisé des semaines pour acheter. Et dit avec un sourire forcé, « Toi, c'est original. » J'ai baissé les yeux, j'ai rangé le papier cadeau froissé. Et j'ai avalé mes larmes avec une gorgée de vin trop amer. Les petites humiliations s'accumulaient. Quand je faisais une remarque sur la maison ou sur leur façon de gérer leur temps. Dépenses, on me répondait. Tu ne connais rien à la vie moderne. Quand je m'inquiétais pour lui, il soupirait. Et arrête, maman, tu dramatises toujours. À force, j'ai appris à me taire. J'ai compris que mes mots n'avaient plus de valeur pour lui. Le plus cruel était cette impression de gêner. Moi qui avais donné ma jeunesse, mes nuits blanches, mes années de travail pour qu'il ne manque de rien, je me retrouvais relégué à une place secondaire. Comme une vieille tante qu'on supporte par obligation. Pour ne pas perdre ce lien fragile, j'ai préféré encaisser. Chaque remarque, chaque silence, je les enfouissais au plus profond de moi. Je me répétais que c'était le prix à payer pour garder mon fils près de moi, pour ne pas rompre le fil déjà si mince qui nous reliait encore. Mais ce silence que je m'imposais devenait lourd, il m'étouffait. Les soirées passées seule dans ma chambre étaient longues, et je me surprenais à parler toute seule, comme pour remplir le vide. J'avais l'impression de disparaître peu à peu, de ne plus exister aux yeux de celui qui était pourtant ma raison de vivre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le rejet ne se manifeste pas toujours par un grand geste violent. Non, il commence par ces petites fissures, ces blessures quotidiennes qui rongent lentement. Et à chaque humiliation avalée, à chaque sourire forcé, je sentais mon cœur se briser un peu plus. Je ne savais pas encore que le pire restait à venir. La goutte d'eau, celle qui fait basculer une vie entière, survient toujours quand on s'y attend le moins. Pour moi, ce fut un matin de mars, gris et pluvieux, alors que je rangeais les papiers de la maison dans le vieux secrétaire, en bois du salon. J'avais toujours pris soin de garder chaque document en ordre, facture, quittance, contrat, caisse, relevé de retraite. Tout était classé dans des chemises soigneusement étiquetées. Ce jour-là, en ouvrant le tiroir du bas, mes yeux sont tombés sur une chemise que je n'avais jamais vue. Intrigué, je l'ai sortie. À l'intérieur, il y avait des photocopies de documents administratifs et une lettre un notaire de Tarbes adressée à mon fils. Mon cœur s'est serré quand j'ai lu le contenu. C'était une demande de mutation de propriété. Mon fils avait entrepris des démarches pour faire passer la maison à son nom. La maison, cette maison que j'avais achetée avec Antoine, que nous avions payée à force de privation, pièce après pièce, sou par sou. Je suis resté figé, incapable de respirer. Sur le formulaire, il était écrit noir sur blanc que la signature de la propriétaire était requise. Et là, je l'ai vu, une imitation grossière de mon nom. Pas ma signature, mais une copie maladroite, apposée à côté de celle de mon fils. J'ai cru défaillir. Il avait osé. Il avait non seulement agi derrière mon dos, mais il avait falsifié ma signature pour tenter de m'évincer légalement de ce qui était le fruit de toute ma vie. Je me suis assise, tremblante, incapable de retenir mes larmes. Jusqu'ici, j'avais supporté les mots blessants, les regards dédaigneux, les humiliations silencieuses. Mais là, c'était un acte concret, une trahison ouverte, presque criminelle. Ce n'était plus seulement de l'indifférence ou du mépris, c'était un coup de couteau dans le dos. Je me suis revu, 20 ans plus tôt, vendre ma parcelle héritée pour financer ses études. Je me suis revu, plié en deux sur ma machine à coudre pour payer les factures quand Antoine n'était plus là. Je me suis revu, seul, veuve, tenant bon uniquement pour lui, et lui, en retour, falsifiait ma signature pour m'arracher la seule chose qui me restait, ma maison, mon refuge, mon souvenir vivant de mon mari. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et j'ai laissé les sanglots m'emporter. Le monde s'effondrait autour de moi. Pendant des heures, j'ai ressassé 1000 fois la même question. Comment mon fils avait-il pu en arriver là? Était-ce l'argent du loto qui l'avait changé à ce point? Était-ce son entourage qui l'avait influencé? Ou bien
Avais-je simplement fermé les yeux trop longtemps sur sa véritable nature? Le soir venu, il est rentré comme si de rien n'était. Je l'ai observé poser ses clés, retirer ses chaussures, allumer la télévision. Tout en lui semblait étranger. Je voulais crier, je voulais lui demander pourquoi, lui mettre les papiers sous le nez. Mais je n'ai rien fait, je me suis tu. Parce qu'au fond, je savais qu'un pas venait d'être franchi, et que, désormais, le silence serait ma seule arme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai entendu chaque craquement du bois de la maison, chaque souffle du vent contre les volets. J'ai regardé le plafond en me répétant que tout était fini. L'amour aveugle d'une mère, la confiance naïve, tout cela s'était brisé d'un seul coup. Mais dans ce désespoir, une étincelle s'est allumée, pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas pensé à ce que je pouvais encore donner à mon fils. J'ai pensé à ce que je devais protéger de lui. Le lendemain, j'ai repris mes esprits. J'ai replacé les documents exactement où je les avais trouvés. J'ai fait mine de ne rien savoir. Je l'ai salué comme d'habitude, préparé le café comme si de rien n'était. Mais en moi, quelque chose avait changé. Une décision muette avait germé. Je ne serai plus jamais une victime. Quelques jours plus tard, un autre événement est venu confirmer mes soupçons. En voulant utiliser mon chéquier, j'ai remarqué qu'il manquait 2 feuillets. Je n'avais pas prêté attention jusqu'à là, croyant à une erreur. Mais en consultant mon relevé bancaire, j'ai découvert 2 retraits de sommes importantes que je n'avais jamais effectués. Le nom de mon fils figurait en mention. Je me suis senti trahi jusque dans la chair. Volé, dupé, effacé. Tout ce que j'avais redouté devenait réalité. Mon fils n'attendait plus seulement ma disparition symbolique. Il voulait aussi me dépouiller, me réduire à néant comme si j'étais déjà morte. À cet instant précis, une certitude glaciale s'est imposée à moi. Je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. La mère aimante, celle qui pardonnait tout, venait de disparaître. À sa place naissait une autre femme, plus dure, plus lucide, prête à défendre ce qui lui restait de dignité. Je savais désormais que le combat ne serait pas dans les cris, ni dans les disputes. Non, mon arme serait le silence, la patience et une justice que j'allais construire, pierre par pierre. Cette nuit-là, en rangeant précieusement dans mon sac le billet de l'auto froissé que je avait acheté quelques jours avant et dont il croyait être l'unique propriétaire. J'ai compris que le destin venait de me tendre la main. Lui, trop ivre de son arrogance, n'avait pas remarqué que le ticket était enregistré à mon nom. Moi, je n'y avais vu qu'un jeu sans importance. Mais désormais, ce bout de papier devenait mon secret, mon ultime carte. Je n'étais plus une mère humiliée. J'étais une femme blessée, mais debout. Et, pour la première fois depuis des années, j'ai senti une force nouvelle m'envahir. La trahison avait ouvert mes yeux. Le temps de la docilité était fini. Le temps de ma justice silencieuse venait de commencer. Les nuits suivantes furent des tourments sans fin. J'avais beau fermer les yeux, le sommeil me fuyait. Dans l'obscurité, je revoyais sans cesse la signature falsifiée, les relevés bancaires, les regards froids de mon fils. Je me tournais, je me retournais, prisonnière de mes pensées. Chaque craquement du parquet, chaque souffle du vent contre les volets me rappelait que je vivais désormais sous le toit d'un étranger. D'un homme prêt à me voler jusqu'à mon dernier souffle de dignité. Je priais en silence, non pas pour retrouver l'amour perdu de mon fils, car je savais que ce lien était brisé à jamais, mais pour avoir la force de ne pas sombrer. J'avais toujours cru que mon rôle de mère était de donner, de protéger, d'excuser, mais face à cette trahison, il ne me restait plus qu'une alternative, me laisser détruire ou me relever. Les premières nuits, j'ai oscillé entre les deux. Une partie de moi voulait tout abandonner. Quitter cette maison sans un mot, disparaître pour ne plus souffrir. Mais l'autre partie, plus têtue, plus fière, refusait de se laisser effacer. Pourquoi devrais-je m'en aller? Pourquoi devrais-je abandonner ce qui m'appartient? Ce que j'ai construit avec Antoine, ce que j'ai gagné à force de sacrifices. Alors j'ai commencé à réfléchir, méthodiquement. Je me suis rappelé le billet de l'auto.
ce morceau de papier insignifiant qu'il croyait être le sien, mais qui portait mon nom. Et si finalement ce hasard n'était pas un hasard? Et si ce ticket était ma planche de salut? La clé pour reprendre ma liberté? Peu à peu, mes insomnies se transformèrent en longues veilles d'écriture. J'ai sorti un vieux cahier à spirale. Et chaque nuit, j'y ai noté mes pensées, mes peurs, mais aussi mes plans. Je consignais chaque détail, la date à laquelle j'avais découvert les documents falsifiés, les montants disparus de mon compte, les conversations où il avait laissé échapper des indices de ses projets. Je construisais un dossier, sans en avoir encore conscience. Le matin, j'allais faire mes courses comme d'habitude, le visage impassible. Mais au fond de mon sac, entre mon porte-à-monnaie et mes clés, il y avait ce cahier, mon arme secrète. Puis j'ai commencé à chercher des informations, d'abord discrètement à la bibliothèque municipale de Tarbes, où je passais des heures dans le rayon Tuer droit et société U. Je lisais sur les successions, les donations, la falsification de signatures. Je découvrais que malgré mon âge et ma solitude, j'avais des droits solides. Protégé par la loi française, je n'étais pas aussi vulnérable qu'il le pensait. J'ai pris un rendez-vous avec une avocate, sous prétexte de vouloir préparer mon testament. Une femme d'une 50aine d'années, au regard clair, qui m'a écouté sans m'interrompre. J'ai parlé lentement, pesant chaque mot sans trahir l'ensemble de ma situation. Mais à la fin, elle a compris l'essentiel. Tuer, madame, ce que vous décrivez peut être qualifié de abus de faiblesse et de faux en écriture. Si vous avez des preuves, vous n'êtes pas démunis. Ces mots ont résonné en moi comme une bouffée d'air. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus complètement seul. J'ai compris que je pouvais me battre, non pas par la violence ou la rancune, mais par l'intelligence et la patience. Je suis rentré ce soir-là avec un étrange mélange de peur et de force. Peur, parce que je savais que le chemin serait difficile, qu'il faudrait se taire, cacher mes démarches, sourire malgré tout. Force, parce que je tenais enfin une arme invisible. Les jours suivants, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je préparais le café, j'arrosais le jardin. Je répondais d'une voix douce quand il m'adressait la parole, mais derrière mes gestes dociles, mon esprit travaillait. J'analysais chaque mouvement, chaque parole de mon fils. Je notais tout dans mon cahier comme une enquête secrète. La nuit, je parlais à Antoine, mon mari défunt, comme si son esprit m'accompagnait encore. Tu vois, mon amour, notre fils n'est plus celui que nous avons élevé, mais je ne me laisserai pas faire. Je protégerai cette maison comme toi tu l'as protégée de ton vivant. Ces conversations muettes me donnaient du courage. Peu à peu, ma peur s'est transformée en détermination. J'ai commencé à imaginer des issues. Vendre la maison avant qu'il ne la détourne, transférer mes économies sur un compte qu'il ignorait. Mettre de côté mes papiers les plus importants, je n'en parlais à personne. Mon masque de vieille femme docile restait intact, mais à l'intérieur, une autre femme naissait. Une femme qui avait décidé qu'elle ne serait plus jamais la proie. Et chaque fois que je passais ma main sur ce billet de loto froissé, caché dans la doublure de mon sac, je sentais un frisson étrange, un mélange de peur et d'espoir. Peut-être que ce papier allait tout changer. Peut-être que grâce à lui, je pourrais enfin rendre justice à toutes ces années de sacrifices et de mépris. Dans le silence de mes nuits blanches, une certitude s'imposait de plus en plus clairement. Mon fils m'avait trahi. Mais il avait oublié une chose essentielle. Je n'étais pas morte, j'étais encore là. Et désormais, c'était moi qui tenais les cartes. La décision, une fois prise, m'a donné une énergie nouvelle. J'avais 68 ans, j'étais veuve, fatiguée, mais je n'étais pas sans ressources. Je me suis promis de préparer ma revanche dans le calme, sans éclat de voix, sans cri. J'allais tout organiser minutieusement comme on prépare une broderie complexe, point par point, fil par fil, jusqu'à ce que le dessin apparaisse irréversible. La première étape fut la maison. J'ai pris discrètement rendez-vous avec un notaire à Tarbes. Prétextant vouloir mettre mes affaires en ordre,
au cas où ma santé viendrait à décliner. Je lui ai parlé de mon souhait de vendre la maison et surtout de sécuriser la transaction pour que personne, pas même mon fils, ne puisse intervenir à ma place. Le notaire a hoché la tête, habitué sans doute à ces histoires de famille déchirées. Tuez, vous êtes la seule propriétaire légale, madame. Personne ne peut vous en priver sans votre accord. Si vous souhaitez vendre, la décision n'appartient qu'à vous. You, ces mots m'ont soulagé. Je n'étais pas encore prête à franchir ce pas, mais savoir que je l'y avais cette possibilité me donnait déjà une force incroyable. J'ai commencé à préparer en secret. J'ai fait évaluer la maison, pris des photos, contacté discrètement une agence immobilière. Ensuite, j'ai pensé à mes modestes économies. Mon fils avait déjà réussi à détourner de l'argent en falsifiant des chèques. Je ne pouvais plus courir ce risque. Alors, un matin, je me suis rendu à la banque. J'ai demandé l'ouverture d'un nouveau compte à mon seul nom dans une autre agence, loin du centre à ville où il avait ses habitudes. J'y ai transféré une partie de mes économies. Ce compte devint mon coffre à forte invisible, mon arme silencieuse. J'ai également pensé à mon testament. Jusqu'ici, j'avais toujours cru qu'il était naturel de tout laisser à mon fils. Mais désormais, ce n'était plus une évidence. J'ai demandé au notaire de préparer un document clair. Si je venais à disparaître, la maison, une fois vendue, et tout ce qui me restait serait destiné à une œuvre caritative. Locale pour les femmes veuves et isolées, l'idée de priver mon fils de cet héritage me brisait le cœur et en même temps me libérait. Il avait choisi l'avidité plutôt que l'amour, il en porterait les conséquences. Chaque geste que je posais était calculé, réfléchi, mais à la maison, je jouais mon rôle de mère docile. Je continuais à préparer ses repas, à lui demander poliment s'il avait passé une bonne journée, à m'asseoir en silence dans le salon quand il regardait la télévision. Il me croyait soumise, affaiblie, presque résignée. Mais derrière mon sourire discret, je bâtissais ma forteresse. Le billet de loto, lui, restait caché dans la doublure de mon sac. Plus les jours passaient, plus je comprenais son importance. Mon fils croyait être l'heureux gagnant de cette somme colossale. Mais il n'avait jamais pris la peine de vérifier les détails. Le ticket avait été validé avec ma carte, enregistré à mon nom. C'était moi et moi seul que la Française des Jeux reconnaissait comme propriétaire légal. Je me renseignais auprès d'un avocat spécialisé. J'y allais seul, vêtu simplement, un foulard sur les cheveux. L'air de n'être qu'une vieille dame inquiète pour ses papiers. L'homme, après avoir examiné le billet et vérifié l'enregistrement, me confirma sans détour. « Tuez, madame, c'est votre ticket. Si votre fils tente de s'en emparer, gagne, il n'a aucun droit. La somme, le jour où vous déciderez de la réclamer, vous appartiendra à 100%. » Youille. Je suis ressorti du cabinet avec des jambes tremblantes, mais le cœur étrangement léger. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de tenir un pouvoir entre mes mains. Moi, la veuve invisible, méprisée par son propre fils, je détenais une clé qui pouvait tout changer. Alors j'ai continué à préparer. J'ai commencé à vendre discrètement quelques objets de valeur. Des bijoux offerts par Antoine, des meubles anciens hérités de mes parents. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais alléger ma vie, me rendre prête à partir à tout moment. Chaque soir, en fermant mes volets, je me répétais la même phrase. « Tu aies patience. Attends le bon moment. » Je savais que la colère de mon fils, son avidité, finirait par le piéger lui-même. Et ce jour-là, je serais prête. Le temps passait, et mon silence devenait mon armure. Plus il me croyait soumise, plus il se détendait, persuadé que j'avais renoncé. Mais au fond de moi, je sentais que le moment approchait. Le piège se refermait, doucement, inexorablement. Et chaque nuit, en caressant du bout des doigts le billet de loto dissimulé, je murmurais à Antoine, mon mari disparu. « Yoé, attends un peu, mon amour. Bientôt il saura. Bientôt il comprendra que l'on ne trahit pas. Impunément, celle qui t'a donné la vie. » Le jour de la confrontation arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. Mon fils, grisé par ses illusions,
avait commencé à parler de ses projets à tout le monde. À ses amis, à sa compagne, même aux voisins. Il se vantait d'avoir tué, enfin gagné, à la vie. De pouvoir acheter une maison plus grande, une voiture de luxe, de partir en voyage à l'étranger. Chaque fois que j'entendais ces paroles, mon cœur se serrait. J'avais envie de lui dire « Tuer, mais ce n'est pas ton argent. Tu n'as rien gagné, rien construit. » Pourtant je me taisais, car je savais que le silence serait plus cruel que n'importe quelle dispute. Un après-midi, il est rentré dans le salon avec des papiers à la main. Son visage était rouge de colère. « Maman, tu crois pouvoir me piéger? Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? » J'ai levé les yeux calmement, posant mon tricot sur mes genoux. « Tu sais de quoi parles-tu? » ai-je demandé d'une voix douce. Il a brandi les documents de l'agence immobilière. Il avait découvert que je avais pris des renseignements pour vendre la maison. Ses mains tremblaient. « Tu n'as pas le droit de faire ça. Cette maison est à moi aussi. » Alors, pour la première fois depuis longtemps, je l'ai regardé droit dans les yeux, sans baisser la tête. Mais non, cette maison est la mienne et tu le sais. Il est resté un instant interdit, puis il a éclaté. Tu es égoïste. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je ai failli rire amèrement. Tout ce qu'il avait fait pour moi, je repensais aux chèques falsifiés, à la signature imitée, aux humiliations. Je n'ai rien répondu. Mon silence le rendait fou. Quelques jours plus tard, la vérité a éclaté. Je m'étais rendu chez le notaire pour officialiser la vente. Mon fils, furieux, m'a suivi, certain de pouvoir s'y opposer. Dans le bureau feutré, face au notaire en costume sombre, il a essayé de s'imposer. « Cette maison est à nous deux, répétait-il. Le notaire a levé les yeux de ses papiers, imperturbable. « Non, monsieur. Les titres de propriété sont clairs. Cette maison appartient uniquement à votre mère. Elle a tous les droits de la vendre sans votre accord. Je n'oublierai jamais le visage de mon fils à cet instant. La certitude arrogante se fissura. Ses yeux devinrent hagards, sa bouche s'entr'ouvrit, incapable de trouver un mot. C'était comme si, pour la première fois, il réalisait qu'il n'avait pas tout pouvoir sur moi. Mais le coup de grâce ne devait pas tarder. Quelques semaines plus tard, alors qu'il parlait de Tewé son jus, argent du loto devant sa compagne, je suis sorti du silence. Nous étions à table, un repas tendu où les mots se heurtaient plus qu'ils ne se répondaient. Il s'est lancé dans ses rêves de villas et de voyage. Alors j'ai posé calmement ma serviette et j'ai dit « Tewé, cet argent n'est pas le tien. Il a éclaté de rire, croyant à une provocation. « Tu plaisantes? Je me suis levé, suis allé chercher mon sac posé dans le couloir. J'ai sorti le billet de loto, celui que j'avais conservé avec tant de soin, et je l'ai posé devant lui. « Regarde bien, je murmurai. Il a pris le ticket, l'a retourné, l'a lu. Sa main a commencé à trembler. Car sur ce papier officiel figurait mon nom, et non le sien. C'était écrit noir sur blanc. L'heureuse gagnante, c'était moi. Le silence est tombé dans la pièce, lourd, étouffant. Sa compagne a écarquillé les yeux. Lui, il m'a fixé comme s'il voyait un fantôme. « Ce n'est pas possible. » balbutia Théaïl. J'ai hoché la tête. « Tu n'as jamais pris la peine de vérifier. Tu t'es cru plus malin que tout le monde. » Mais ce billet m'appartient, légalement, définitivement. Il a alors perdu tout contrôle. Sa voix s'est brisée entre la colère et la supplication. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Je comptais sur cet argent. Je voulais changer de vie. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé, les lèvres closes, le cœur froid. Pendant des années, j'avais pleuré en silence, avalé mes humiliations, encaissé ses trahisons. Ce soir-là, ce fut lui qui se retrouvait sans voix, pris au piège de son avidité. Il a insisté, il a crié, il m'a supplié. Il est même tombé à genoux, ses mains agrippant ma robe comme quand il était enfant. Mais moi, je suis resté immobile. Je l'ai regardé sans haine, sans tendresse non plus. Seulement, avec cette distance glaciale qu'apporte la vérité. Le lendemain, j'ai officialisé la validation du billet auprès de la Française des Jeux. Le notaire m'accompagnait. Tout fut fait dans les règles avec une discrétion absolue.
Mon fils tenta d'intervenir, mais il n'avait aucun recours. Tout était enregistré à mon nom. Les millions que lui croyait déjà dépensés s'envolaient hors de sa portée. Quand la nouvelle tomba, il entra dans une rage folle. Il hurla que je l'avais trahi, que je n'étais plus sa mère. Ces mots, violents, furent comme des poignards, mais ils ne me faisaient plus mal. J'avais déjà perdu mon fils le jour où il avait falsifié ma signature. Ce qui sortait de sa bouche n'était plus que la voix d'un étranger. Et moi je demeurais silencieuse, imperturbable. Dans ce silence, il y avait tout, la douleur d'une mère, la dignité d'une femme et la justice rendue à ma manière. Bon, ce soir-là, en me couchant, j'ai compris que le piège s'était refermé. Il avait voulu me dépouiller. Mais c'est lui qui se retrouvait démuni. Moi, je n'avais pas cherché la vengeance. Je n'avais fait que protéger ce qui m'appartenait. Pourtant, la vengeance s'était imposée d'elle à même. Implacable et glaciale. Je fermai les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, je dormis profondément. L'explosion fut inévitable. Comme une digue trop longtemps fragilisée, tout céda en quelques jours. Mon fils, incapable d'accepter la réalité, s'était mis à accuser tout le monde sauf lui, à même. À ses amis, il racontait que j'avais comploté contre lui, que je lui avais volé son argent. À sa compagne, il répétait que je n'étais qu'une vieille manipulatrice. Mais plus il criait, plus les regards autour de lui changeaient. Ceux qui l'avaient flatté lorsqu'il se vantait de ses millions le regardaient désormais avec méfiance. La compagne, elle-même, que je voyais si sûre d'elle, commença à se détacher, lasse de ses colères et de ses rêves brisés. Leurs disputes éclataient de plus en plus souvent, résonnant jusque dans la rue. Tu m'avais promis une villa. Tu m'avais dit qu'on partirait vivre ailleurs. Yo lançait à elle en claquant les portes, lui répondait par des hurlements, puis des silences épuisés. L'amour, ou ce qui en restait, s'effritait à vue d'œil. Un soir, alors que je préparais une soupe pour moi seul, j'ai entendu des éclats de voix dans le salon. Ils se disputaient encore, mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle l'accusait d'avoir tout bâti sur des mensonges, d'avoir humilié sa propre mère et de l'avoir entraînée dans ses illusions. Lui hurlait qu'elle ne comprenait rien, que c'était moi la coupable, moi qui avais détruit leur avenir. Je me suis assise dans ma chambre, le bol de soupe tiède dans les mains, et j'ai écouté en silence. Les mots me blessaient encore, mais d'une douleur différente, presque distante. Puis un matin, je me suis réveillé dans une maison vide. La compagne était partie, emportant ses affaires. Mon fils errait, hagard, les yeux rouges, comme un enfant abandonné. Mais aucun élan de tendresse ne naquit en moi. Ah, j'étais témoin, simplement, du chaos qu'il avait semé et qui se retournait contre lui. Les voisins commencèrent à parler, dans les boulangeries, sur les marchés. On chuchotait que le fils Chouet avait voulu rouler sa propre mère Yu, et que Tewe la vieille dame avait eu plus de courage et d'intelligence qu'on ne croyait Yu. Ces mots, je ne les avais pas cherchés, mais je les entendais parfois quand je passais. Et même si j'aurais préféré l'ombre, je sentais en moi une étrange consolation. Je n'étais plus invisible. Lui, en revanche, s'enfonçait. Sans compagne, sans argent, sans héritage en vue, il se mit à boire. Le soir, il revenait titubant, jetant ses clés sur la table, me lançant des regards pleins de rancune. Il me reprochait tout, son échec, ses illusions perdues, ses rêves brisés. Mais ces mots glissaient sur moi comme la pluie sur une vitre. Je ne répondais plus, je n'attendais plus rien de lui. Puis vint le moment de rupture définitive. Une nuit, il entra dans ma chambre, les yeux injectés de sang. La laine lourde d'alcool. Il cria qu'il n'avait plus rien, que tout était ma faute, que j'étais la cause de son malheur. J'ai cru qu'il allait me frapper, mais je me suis levée droite et je lui dis d'une voix ferme, « Tu es parse. Tu n'as plus ta place ici, You. » Il est resté pétrifié. Peut-être que pour la première fois, il voyait en moi non plus la mère docile, mais la femme qui tenait tête. Sans un mot de plus, il a pris ses affaires et a quitté la maison. Le lendemain, je l'ai appris par des voisins. Il était parti s'installer chez un ami en périphérie de la ville.
Peu à peu, il s'éloigna de moi au point de disparaître presque totalement de ma vie. Il ne venait plus, ne m'appelait plus, mais il parlait encore de moi, toujours en mal, comme pour justifier sa chute. Je restais là, dans ma maison devenue soudain trop grande, témoin d'un monde qui s'écroulait autour de lui. Et à mesure que sa vie se désagrégeait, je me surprenais à ne plus ressentir de douleur, mais une étrange forme de détachement, comme si cette famille qui se défaisait n'était déjà plus la mienne. J'étais seul, certes, mais dans cette solitude, je retrouvais quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Ma propre paix après son départ, la maison sembla respirer autrement. Le silence, qui autrefois m'écrasait comme une chape de plomb, devint peu à peu une présence douce, presque protectrice. Pour la première fois depuis des années, je pouvais ouvrir mes volets le matin sans craindre un regard méprisant. Préparer mon café sans entendre des soupirs ou des reproches. Mais je savais qu'il me fallait tourner la page. La maison, trop grande, trop lourde de souvenirs et d'ombres, ne pouvait plus être mon refuge. Je repris contact avec le notaire et quelques semaines plus tard, la vente fut conclue. Quand je signai l'acte définitif, j'eus l'impression de poser le point final d'un livre trop douloureux. Je quittai les lieux avec un simple sac, laissant derrière moi les murs où j'avais tant aimé, tant pleuré. Avec une partie de l'argent du loto et le fruit de la vente, je décidai de recommencer ailleurs. J'avais toujours rêvé de la mer, de ces horizons qui lavent les âmes. Mon choix se porta sur une petite ville des Landes, non loin de l'océan. J'y trouvai un appartement lumineux, au 3e étage d'une résidence simple, avec un balcon donnant sur les pins. Les premiers jours, je restais de longues heures à contempler les vagues au loin, à écouter le bruit du vent dans les arbres. Tout semblait neuf, étranger et pourtant apaisant. Je redécouvrais le goût de la liberté. Je n'avais plus à marcher sur des œufs, plus à craindre le prochain éclat de voix, pan. J'étais seul, oui, mais seul par choix et non plus par rejet. Peu à peu, j'appris à remplir mes journées autrement. Le matin, je faisais le marché, échangeant quelques mots avec les maraîchers qui me reconnaissaient bientôt. Je m'offrais parfois un bouquet de fleurs, un luxe que je ne m'étais jamais permis. L'après-midi, je lisais, je cousais encore non plus par nécessité, mais par plaisir. Et certains soirs, j'allais marcher sur la plage, laissant mes pas s'effacer derrière moi, comme une métaphore de ma nouvelle vie. Les rencontres vinrent naturellement. Une voisine, veuve elle aussi, m'invita à prendre le thé. Elle me présenta à un petit groupe de retraités qui se retrouvaient chaque semaine pour discuter, jouer aux cartes ou simplement partager un repas. Je découvris la chaleur des liens simples, dénués d'attente et de calcul. Avec eux, je n'étais pas Choué la mère de You, mais simplement moi, une femme parmi d'autres, avec mon histoire, mes blessures, mais aussi mes sourires retrouvés. Il m'arrivait encore de penser à mon fils. Parfois, la nuit, son visage d'enfant venait hanter mes rêves, avec ses yeux clairs et son rire insouciant. Alors je me réveillais avec une douleur sourde, ce regret de ce qu'il aurait pu être. Mais le matin, quand je sortais respirer l'air salé de l'océan, cette peine se dissolvait peu à peu. Je compris que le pardon n'était pas l'oubli, ni même la réconciliation. Le pardon, c'était accepter de ne plus se laisser dévorer par la rancune. J'appris à déposer cette haine qui aurait pu m'empoisonner et à choisir la sérénité à la place. Mon fils avait choisi la trahison, moi, je choisissais la paix. Chaque jour, dans ma petite cuisine ensoleillée, je me répétais que la vie, même brisée, pouvait recommencer. Que 68 ans n'était pas la fin, mais un autre début. J'avais perdu une famille, mais j'avais retrouvé ma dignité. Et cela valait plus que tout. Je suis assis ce soir face à la mer, sur ce banc de bois qui domine la plage. Le soleil décline lentement derrière les vagues, et le ciel se teinte de cuivre et de rose. J'ai 68 ans passés, et je me sens enfin capable de regarder mon passé, sans détourner les yeux. Tout est là devant moi, mes joies, mes sacrifices, mes humiliations, ma vengeance silencieuse. Je revois la jeune fille que j'étais, pleine de rêves, de confiance. Je revois la femme que je suis devenue.
courbé par les années de travail, mais toujours debout pour les miens. Je revois Antoine, mon mari disparu trop tôt. Son sourire, sa voix grave quand il me disait « Toi nous tiendrons, toi et moi ». Yo, et puis je revois surtout ce fils que j'ai porté, nourri, aimé plus que ma propre vie. Ce fils qui a choisi de me tourner le dos, de me voler, de me rejeter. Il y a encore au fond de mon cœur une douleur qui ne s'éteindra jamais, car aucune victoire, aucun argent, aucune revanche ne peut effacer le fait qu'un enfant ait méprisé sa mère. On ne guérit pas de cette blessure. Elle devient une cicatrice profonde, brûlante. Certains soirs, quand je ferme les yeux, j'entends encore sa voix me dire « Yue, sors de cette maison, maman, You », et je sens mon ventre se nouer comme le jour où ai entendu ces mots pour la première fois. Mais il y a aussi autre chose, de plus fort encore, la dignité. J'ai refusé de me laisser écraser. J'ai refusé de céder à la haine. J'ai choisi de protéger ce qui me restait, de reconstruire un morceau de vie, même fragile, même solitaire. Et aujourd'hui, quand je marche le long de l'océan, je sais que j'ai gagné quelque chose de plus précieux que tout, ma liberté. Le billet de l'auto, que j'avais gardé comme une arme secrète, a été validé à mon nom. La fortune qu'il représentait m'a permis de m'installer ici, de vivre sans crainte de manquer, de retrouver un peu de légèreté. Mais paradoxalement, ce n'est pas l'argent qui me soulage le plus. Ce n'est qu'un outil. Ce qui m'apaise vraiment, c'est d'avoir su dire « tu es non-jure » enfin. D'avoir su reprendre ma place après tant d'années de silence. J'ai parfois un pincement au cœur quand je pense à ce qu'aurait pu être ma vieillesse. Un fils aimant, des repas de famille, des rires d'enfants dans le jardin. Mais je ne veux plus m'empoisonner avec des illusions. La vie ne m'a pas offert ce tableau à la. Alors j'apprends à aimer la réalité telle qu'elle est, mes promenades sur la plage. Mes conversations simples avec mes voisins, la chaleur d'un bol de soupe partagé, le calme de mes lectures, le soir coince. Et je pense à toutes ces femmes, à toutes ces mères qui, comme moi, ont donné sans compter et se retrouvent trahies. Humiliées, rejetées. Je pense à leurs nuits blanches, à leurs larmes étouffées, à leur solitude derrière des murs trop silencieux. À elles, je voudrais dire ceci. Nous ne sommes pas faibles parce que nous avons aimé. Nous ne sommes pas ridicules parce que nous avons cru. Nous ne sommes pas invisibles parce qu'on nous rejette. Le silence que nous avons gardé si longtemps peut devenir, lui aussi, une force. Je regarde la mer, immense, indifférente, et je me dis que ma vie, malgré ses blessures, a un sens. Peut-être pas celui que j'avais imaginé, mais un sens tout de même. Et je me répète ces mots comme un testament, comme un héritage que je voudrais laisser à celles et ceux qui m'écoutent. Et le silence peut aussi être une forme de justice. Oui, j'ai payé le prix fort. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu une partie de moi à même. Mais j'ai sauvé ma dignité. J'ai prouvé qu'une femme âgée, veuve, qu'on croyait faible et effacée, pouvait se lever, se défendre et rendre justice sans un cri, sans une arme, simplement avec la patience et la vérité. Le vent marin caresse mes cheveux gris. Je ferme les yeux. Je sais que le chemin n'est pas terminé, que la solitude sera parfois lourde à porter. Mais je sais aussi que j'ai choisi la paix. Et cette paix-là, personne ne pourra plus jamais me l'arracher.